Bonjour à tous, c'est Meg. Lisa et Sasa. On en parle à Taïwan de cette semaine. Alors aujourd'hui, des sujets très variés comme d'habitude. De mon côté, je vais vous parler des ours noirs, Formosans, bien sûr. D'accord. Et moi, je vais vous parler des aides à domicile étrangères. D'accord. Ok, alors moi je vais parler de quelque chose, d'une manifestation qui parle de quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans, le 5 avril, et c'est complètement différent de vos du sujet. Est-ce que le 5 avril 1975 te dit quelque chose comme date ? Le 5 avril 1900, c'est lié à Chiang Kai-shek. On voit la mort de Chiang Kai-shek. Voilà, la mort de Chiang Kai-shek. T'as bien retenu tes leçons. Oui. Donc oui, je vais vous parler en fait d'une manifestation qui a eu lieu le 5 avril. C'était pas pour commémorer la mort de Chiang Kai-shek, mais plutôt pour demander d'arrêter de le vénérer à travers le mémorial Chiang Kai-shek. Voilà. Et ça a eu lieu justement au mémorial Chiang Kai-shek, n'est-ce pas ? Évidemment, juste devant la statue, en bas des escaliers, ouais. Vous voulez qu'on commence par ça ? Oui. Ou je sais pas. Oui, raconte-nous comment ça s'est passé. Oui. Alors, je n'ai pas pu y aller, mais j'ai regardé en fait des photos de personnes qui y étaient. Puis il y a aussi un média civique qui s'appelle Civic Media qui y était. Et puis il y a eu quand même 46 ONG et collectifs qui ont organisé ça, donc c'était assez... il n'y avait pas tant de monde que ça parce qu'il pleuvait des cordes. Oui. Donc, c'était pas facile. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant et j'avais envie d'en parler. En fait, tout le monde était habillé en noir. Et leur principal slogan, qui était aussi marqué sur de grandes banderoles, c'était « Taïwan n'a vraiment pas besoin d'un mémorial dédié à un dictateur ». Voilà, ça annonce à la couleur dès le départ. Je vais juste rappeler quand même un petit peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément dans les détails l'histoire de Taïwan, parce que c'est assez compliqué quand même, qui était le général Chiang Kai-shek. Chinoiserie. Chinoiserie, si tu veux. Non, je plaisante. Donc en fait, il s'est replié à Taïwan avec le parti nationaliste du Kuomintang, le KMT, après la défaite contre les communistes chinois en 1949. Et il a instauré des mesures d'exception telles que la loi martiale, ce qui a en fait donné lieu à une longue période autoritaire jusqu'à la démocratisation à partir de la fin des années 80. Alors dans cette manifestation dimanche dernier, il y avait des militants des droits de l'homme, mais aussi des personnes lambda, comme vous et moi. Oui, mais on peut préciser que du coup, comme c'était pendant le régime martial autoritaire, Chiang Kai-shek s'était très honoré en fait à cette époque-là. Et du coup, en plein milieu du cœur de Taipei, on a un très grand espace qui lui est dédié. Voilà. Mais pour compléter, en fait, lors de la manifestation, il y avait aussi des victimes ou des descendants de victimes de la terreur blanche. Voilà. Et justement, le problème qui est soulevé par les manifestants, c'est que dans ce mémorial, il y a toujours l'exposition de base, en fait, qui est vraiment, qui encense Chiang Kai-shek et sa femme. On peut voir sa voiture, les photos lorsqu'il rencontrait les dignitaires étrangers. Ses vêtements. Voilà, son bureau, ses statues. Enfin bon, bref, il y a effectivement une énorme statue de Chiang Kai-shek en bronze qui est juste physiquement à 200 mètres du palais présidentiel, en fait. Mais ça, c'est donc... ça, c'est une partie des expositions qui sont dans le mémorial, en fait, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on essaye de rendre ce lieu moins Chiang Kai-shek. Donc, il y a des espaces qui sont dédiés plus à la démocratisation aussi. Alors, en effet, d'ailleurs, on avait fait... RTI avait fait des reportages là-dessus. Il y a une petite exposition, elle n'est pas très grande comparée au reste. C'est vrai. Qui s'appelle La route vers la démocratisation. Voilà. Donc, mais elle ne parle pas spécifiquement quand même du rôle de Chiang Kai-shek aussi là-dedans. C'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Il n'y a pas de vraiment mise en perspective de ce qu'il a fait à Taïwan. Tout à fait. Et pour en fait répondre à l'exposition traditionnelle qui est là depuis longtemps. Tout à fait. Et puis finalement, c'est aussi dans cette exposition, à travers l'œuvre d'artistes,
on peut avoir un regard critique sur Chiang Kai-shek. C'est plus indirect en fait parce que c'est un sujet tellement sensible que je pense que s'il y avait une exposition sur toutes les mauvaises choses que Chiang Kai-shek a faites, je pense que certains membres de la société qui sont plus pro KMT seraient, sans doute qu'il y aurait. Oui, ça ferait des vagues. En tout cas, ça tombe bien que tu sois là parce que j'allais justement parler d'un décryptage très intéressant que tu avais fait. Il y a tout juste 1 an, tu avais interviewé 2 chercheurs de l'Academia Sinica justement sur le thème de ton décryptage. C'était où en est le projet de transformation du mémorial Chiang Kai-shek. Et il n'a toujours pas bougé. Donc non. Parce que Mais déjà à l'époque, ça faisait longtemps que c'était comme ça. Parce que ça a surtout commencé sous le mandat de Tsai Ing-wen, en fait, avec la justice transitionnelle. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce mémorial? Et en discussion continue et de manière très lente. Mais justement, dans ce décryptage, les chercheurs soulignaient le fait que donc sous Tsai Ing-wen, il y a eu des forums pour permettre aux personnes de s'exprimer et de donner des idées sur comment on pourrait transformer ce mémorial. Mais le problème, il y a des problèmes qui sont notamment juridiques. Le fait que dans les années où ça a été construit, le KMT, en fait, qui était au pouvoir à l'époque, a inscrit ce monument comme site historique. Donc, selon la loi, on ne peut pas modifier vraiment facilement les sites historiques. Et aussi, le maire actuel de Taipei, parce que le terrain appartient à la mairie de Taipei, c'est un descendant de Chiang Kai-shek aussi. C'est moins lié à lui. Voilà. Il est arrivé il y a 2 ans, c'est pas vraiment lié à lui. Oui. C'est pas lié à lui, mais bon, c'est la mairie. Disons que ça n'arrange rien pour faire changer les choses. Mais c'est pas, Mais en tout cas, les manifestants, eux, estiment que quand même, après 50 ans, c'est une question qui devrait quand même être traitée. Donc c'est pour ça qu'ils étaient là. Et ils ont aussi souligné qu'il y a encore de nombreuses statues de Chiang Kai-shek un petit peu partout à Taïwan. Même j'en vois même tous les jours sur le chemin quand je viens à la radio. Donc voilà, ils aimeraient bien qu'il y ait plus de choses qui soient faites. Mais on a quand même l'impression que sous le président Lai Ching-te, il n'y a pas une volonté politique aussi importante que Tsai Ing-wen de poursuivre la justice transitionnelle. C'est pas vraiment ses grandes C'est pas vraiment priorités. son sujet. Ouais. Mais en tout cas, les militants, eux, continuent à rester là. Il faut quand même souligner plusieurs choses. Par exemple, il y a quelques mois, le gouvernement, le ministère de la Culture, en lien avec le ministère de la Défense, ont décidé d'arrêter la relève de la garde devant la statue de Chiang Kai-shek pour le faire uniquement en bas, disons à l'entrée du mémorial, pour qu'il y ait moins l'aspect de vénération. Et aussi, le gouvernement, l'année dernière, a dédié un jour, donc le 19 mai, à la commémoration, au souvenir de la Terreur blanche. Donc, le 19 mai prochain, il y aura encore plusieurs activités, à la fois du gouvernement, mais je pense que les ONG aussi vont organiser des activités pour mettre encore la pression sur le gouvernement, pour essayer d'avancer sur ce sujet-là. Et concernant plus particulièrement le mémorial, ce que les manifestants demandaient, c'était au moins le retrait de la grande statue de Chiang Kai-shek dans le mémorial et donc la fermeture de cette salle. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître difficile à interpréter en fait à notre époque. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'écriteau à côté pour expliquer. Bon voilà, cette statue est là, mais il faut quand même savoir que cette personne a fait telle et telle chose. C'est lui qui a instauré la loi martiale. Il n'y a pas d'explication comme ça. Donc les touristes qui viennent ici, dans ce mémorial, ils voient cette statue et puis il y a les gardes à côté, une grande pompe avec le tapis rouge, les petits plots dorés. C'est vrai qu'on se dit, pour les gens qui ne connaissent pas, ils se disent, voilà, c'est un grand homme. Ouais. Et donc les manifestants aussi ont souligné les contradictions entre le fait que Taïwan est souvent mis en avant dans les classements sur la démocratie, que ce soit dans le monde ou même en Asie, et donc l'existence de ce mémorial sans remise en perspective. Voilà, donc en tout cas c'est une lutte de longue haleine, parce que c'est quand même un sujet assez sensible, puisqu'on en avait parlé récemment dans des décryptages avec Alex Desmules aussi. Il y a eu même plusieurs générations qui ont été très marquées par une certaine éducation et le rêve de reconquête de la Chine
qui a un petit peu galvanisé mais je pense les que Taïwanais. Mais c'est une question qui se règle avec le temps, en fait. Ouais, je pense que ça, c'est quelque chose qui va se régler d'ici 2 générations. Je pense qu'après aussi, comme tu disais, Taïwan est une démocratie assez exemplaire en Asie. Et en fait, je pense que cette question des symboles autoritaires, des statues, c'est aussi parce que c'est quelque chose de symbolique seulement, qui fait que c'est toléré, entre guillemets, que ça reste comme ça pour l'instant. Parce que sur les autres plans, qui ont plus d'effet sur la vie de tous les jours des Taïwanais, il y a eu des vrais changements, des vraies améliorations, il y a la réhabilitation des victimes, ce genre de choses. Ça, surtout que c'est plus important pour les Taïwanais. Et c'est pour ça que les gens acceptent que ça reste un peu comme ça, un statu quo. Et puis, comme tu dis, avec le temps, sans doute que ça Par exemple, dans l'école primaire de mes enfants, qui est au fin fond de la montagne, ils ont encore une statue de Chiang Kai-shek. Et l'école explique que c'était parce que c'est Chiang Kai-shek qui a décidé de faire une école ici. Et du coup, ça explique cela. Et du coup, les élèves acceptent, en fait, ils comprennent, en fait, ils apprennent l'histoire pour savoir ce qui s'est passé, la Terre blanche, mais ils comprennent aussi que cette personne a fait quelque chose pour l'école. Du coup, je pense que tout dépend dans l'éducation aussi, et pour eux, c'est pas... Ils vont pas adorer cette personne, même si, voilà. Voilà, en tout cas, c'était un sujet qui à suivre, a priori, ces prochaines années, quoi. C'est sûr que ça va changer, je pense. Comme les dernières années, ça continue. Moi, je voulais vous parler du système d'emploi des aides à domicile d'Asie du Sud-Est, parce qu'il y a eu un changement dans ce système qui est entré en vigueur lundi, avec le lancement d'un programme expérimental appelé Multi-Companion Service, qui vise à proposer plus de flexibilité dans l'embauche de ces aides à domicile étrangères pour des périodes courtes. Donc, c'est les aides à domicile qui viennent principalement d'Indonésie, des Philippines, Thaïlande, Vietnam aussi. Et il faut savoir qu'avec le système actuel, ces aides à domicile étrangères n'ont généralement qu'un seul employeur et elles vivent sous le même toit de la personne qu'elles aident au quotidien. Et donc, ce nouveau programme vise les familles qui sont déjà éligibles à l'emploi d'aide à domicile étrangère, puisque ce n'est pas le cas de toutes les familles. Et donc, ce programme propose d'embaucher une aide à domicile pour un minimum de 4 heures et pour un maximum de 24 heures, sachant que dans les 24 heures, il doit y avoir 10 heures de repos pour le travailleur ou la travailleuse, mais c'est souvent des femmes. Donc, ça peut être des familles qui ont un besoin urgent, soudain, qui n'ont pas le temps de passer par tout le processus d'embauche et qui n'ont pas besoin non plus d'une personne pour 1, 2, 3 mois. Ou alors des personnes qui ont déjà une aide à domicile, mais dont peut-être l'employé est malade, tout simplement. Ou alors, ça peut être pour tout un tas de raisons. Parce qu'avant, les employés, des fois, ils rentrent chez eux, en fait, pour des vacances aussi, ou autre chose, ou pour le changement de contrat. Dans ce cas-là, les familles qui emploient ces personnes ont besoin d'aide supplémentaire. Voilà. Je pense que c'est très utile pour ce cas aussi. Et on peut aussi peut-être revenir sur la question de l'éligibilité à ce programme. En fait, les familles peuvent être éligibles si elles ont un membre de la famille qui est porteur d'un handicap physique ou mental, ou bien une maladie grave, ou encore sous présentation d'un certificat médical justifiant d'une blessure. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'est, cassé la jambe, qui a besoin d'aide... peut-être pas casser la jambe, mais bon, de manière, on a besoin d'être assisté de manière permanente. Oui, voilà. Et pendant quelques heures, par exemple, on a besoin que quelqu'un peut-être s'occupe de cette personne, et quand les autres membres de la famille ne sont pas à la maison. Voilà. Et donc, peuvent aussi bénéficier de ce programme les familles qui sont déjà éligibles au service de soins de longue durée 2.0, entre les niveaux 2 et 8. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est bien de le mentionner. Ou alors les familles dont un membre a été opéré dans les 3 mois qui précèdent la demande de recrutement. Et une autre des spécificités de ce programme, c'est que l'emploi des aides à domicile se fait non pas par l'intermédiaire d'agences, ou du moins pas directement. Et donc, parce que ces agences sont souvent décriées par les associations de protection des droits de l'homme, des droits des travailleurs migrants aussi, parce qu'il y a des frais d'agence et même parfois des dettes qui sont contractées par les travailleurs pour pouvoir subvenir à ces coûts et partir à l'étranger pour travailler.
Il y a aussi des critiques selon lesquelles les agences intermédiaires sont parfois pas très efficaces lorsqu'il s'agit de soutenir les travailleurs migrants quand il y a des conflits avec les employeurs, par exemple. Donc, au contraire, dans ce nouveau cas, le recrutement va se faire directement à travers une des 6 ONG taïwanaises qui ont rejoint ce programme. Ce sont des associations qui seront donc les employeurs officiels des aides à domicile temporaire. Donc ça, c'est un changement. Mais en réalité, les agences intermédiaires ne sont pas tout à fait écartées du tableau, puisqu'il reste possible pour ces associations de faire appel à elles pour se faire aider dans le processus de recrutement. Donc, oui, j'entends cette petite réaction. Du coup, ça veut dire des familles qui emploient de manière temporaire ces employés sont taxés 2 fois, en fait. Donc, ils doivent payer l'employé, l'association et l'agence intermédiaire. Non, je pense que ce sera compris. Oui, mais en fait, c'est compris, mais ça veut dire que chaque partie prenne une partie de financement, en fait, je pense. En fait, les frais de dossier sont... Les frais de dossier des agences qui vont de 1500 à 1800 NT par mois, donc entre 41 et 49 euros, sont aux frais des travailleurs. Donc, en fait, c'est déduit de leur salaire. C'est pas les familles qui payent. Wow. Donc, c'est vrai que c'est une solution qui n'est pas vraiment idéale parce que déjà, les salaires ne sont pas très élevés. Et les agences intermédiaires resteront responsables de l'organisation du logement des travailleurs. Ça peut être en dortoir, et aussi de la vie quotidienne. Donc, c'est vrai que ça peut donner lieu à certaines inquiétudes parce qu'on s'est dit, enfin, ce sont des associations qui vont prendre en charge tout ça, donc ça va sans doute être plus humain, mieux fait. Et finalement, les agences sont toujours là. Donc, et les associations se concentreront, elles, sur le recrutement, l'emploi et le management. J'avoue que c'est un petit peu flou pour l'instant parce que... Je pense qu'après 1 an, on aura une vision sur comment ça marchera, mais là, c'est un peu le début. Donc, il y a quand même une mesure de protection qui a été introduite, c'est que les associations pourront seulement faire appel aux agences notées A par la division de la gestion de la main-d'œuvre étrangère au cours des 5 années consécutives, donc elles devront avoir eu la meilleure note pendant 5 ans, ou bien les agences qui sont exemptes d'évaluation en raison de leur bonne performance. Ce que je trouve... est assez bizarre que les associations, certaines agences puissent être exemptées d'évaluation comme ça. Ça peut donner lieu quand même à des abus. Et je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité selon la loi taïwanaise, mais donc je viens de l'apprendre. En tout cas, ces associations ont été choisies pour leur expérience dans la gestion d'aide à domicile taïwanais dans le cadre du système de soins de longue durée. Toutes les associations qui ont été sélectionnées ont toutes au moins 5 ans d'expérience dans ce domaine. Donc il y a 6 associations. La Red Heart Association qui fournit des services à Taipei et dans le Nouveau Taipei. La Yunxin Social Welfare Foundation, la Tongting Charity, la Nantou Xinshifu Care Association qui est une association d'aide aux épouses du comté de Nantou dans le centre de Taïwan. Ensuite, il y a une autre association dans le sud et enfin une à Hualien, l'association des aidants familiaux de Hualien dans l'est. Donc le programme ne s'étend pas pour l'instant aux îles périphériques de Penghu, de Kinmen, de Matsu, mais une extension est envisagée dans le futur par l'agence. On va voir sans doute comment le programme, quels sont les résultats du programme. Un des responsables de l'agence de développement de la main-d'œuvre, qui est chargé de gérer le recrutement des travailleurs migrants à Taïwan, a indiqué que les aides à domicile étrangères employées dans le cadre de ce nouveau programme seraient couvertes par la loi fondamentale sur le travail et payées avec un salaire mensuel minimum de 28 590 $ taïwanais, donc environ 786 €. Donc elles ne seront pas payées par contrat, mais par mois. Et pour les familles, ça ira entre 1000 et 1250 $ taïwanais pour 4 heures, donc entre 27 et 34 €. De 1200 à 2500 $ taïwanais pour 8 heures, donc de 33 à 69 €. Et enfin, entre 3000 et 3500 $ taïwanais pour 24 heures, donc de 82 à 96 €. Et en fait, ce programme devait être lancé un petit peu plus tôt, mais il a été retardé en raison de critiques qui estimaient justement que les coûts étaient trop élevés pour les familles. C'est vrai que c'est plus élevé que si on emploie une aide à domicile étrangère pour un mois entier. Ça dépense largement. Enfin, imaginons si on a besoin d'une aide 24 heures sur 24 parce que la personne dans le besoin vit seule.
Et ça dépasse largement le salaire d'un employé, d'un salarié taïwanais, en fait. Donc, c'est vraiment pour les situations d'urgence, je pense. Quelques heures quand il n'y a par vraiment jour, pas c'est plus logique. Quand il n'y a vraiment pas d'autre choix. Ouais. Et comme tu disais, ça, il va falloir attendre de voir si le programme rencontre le succès escompté, s'il parvient à réduire le problème des pénuries de main-d'œuvre et si les associations responsables du recrutement parviendront à protéger les intérêts de ces aides à domicile étrangères mieux que ce que font les agences intermédiaires, tout en faisant appel à ces agences. C'est vrai que c'est un défi. Je pense que oui, c'est un défi, pour ne pas dire autre chose. Voilà, je vais changer maintenant complètement de sujet. Je vais parler des ours noirs formosans. Parce que récemment, à Taoyuan, donc dans le nord-ouest de Taïwan, la bonne nouvelle est arrivée, c'est-à-dire il y a des aborigènes qui vivent dans la commune de Fuxing, ont remarqué des ours noirs. Et le même jour, il y a eu 2 signalements des personnes pour dire que j'ai rencontré un ours noir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle dans le sens où c'est la première fois proche des habitations. Qu'il soit aussi dans le nord. Parce qu'on sait, les ours noirs sont dans la chaîne de montagne du centre et dans le sud-est, en fait. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où ça se généralise, entre guillemets, en fait, en termes de territoire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'abord une personne, un aborigène, qui travaillait dans une forêt de bambou. Et selon cette personne, elle a entendu un bruit énorme d'un animal gigantesque. Il s'est arrêté et il a jugé par son expérience que ça aurait dû être un ours noir. Mais il n'a pas vu. Mais sa description. D'accord. Quelques heures plus tard, c'est un aborigène qui passait en scooter sur la route en montagne et qui a vu un ours qui descendait du pente. Et visiblement, ils se sont surpris l'un et l'autre. Et du coup, l'ours noir s'est levé sur ses 2 pattes. Et du coup, l'homme a été un peu stupéfait, il ne savait pas quoi faire. Et du coup, il a attendu que ça se passe. Du coup, l'ours a décidé de traverser la rue et est descendu. Et après, ils se sont regardés dans les yeux pendant quelques secondes, en fait. Et du coup, à travers ces 2 témoignages, parce que les 2 signalements ont été faits à 600 mètres seulement, du coup, c'est l'agence des affaires forestières de Hsinchu qui estime que ce doit être effectivement vrai parce que depuis 2020, en fait, ils essayent d'observer, ils ont installé différentes caméras en espérant pouvoir retrouver la trace des ours noirs. Mais une question que je me pose, c'est qui fait un signalement aux autorités après avoir entendu un bruit dans la forêt? Non, c'est justement parce que tout cela fait partie d'un grand programme de protection des ours noirs. Du coup, ils sont tous reliés à un réseau par téléphone portable. Et ces aborigènes ont rejoint ce qu'on appelle la subvention environnementale payée par l'État. Donc, c'est-à-dire si ils contribuent à la préservation des terrains, en fait, de la nature, pour que l'ours noir puisse bien vivre, ils reçoivent une récompense financière. D'accord. Et du coup, ce sont des aborigènes qui ont rejoint ce programme. Du coup, ils sont pour obligation de signaler les autorités, de signaler dans le réseau, en fait, dès qu'ils voient ce qu'ils pensent être un ours noir. Du coup, ça s'est fait comme ça. Mais ça, c'est pas l'unique cas. Mais quelques jours plus tôt, à Taïwan cette fois-ci, dans le sud, à Kaohsiung, et c'est une comment on appelle ça, une plantation de thé qui a signalé les autorités pour dire qu'ils ont perdu les ruches d'abeilles. D'accord. Et c'est pas la première fois, c'est la 2e fois en fait en quelques mois parce que la dernière fois c'était en décembre dernier et c'est une plantation de thé qui se situe à 1300 mètres d'altitude et cette fois-ci ils ont 5 ruches qui ont été abîmées, détruites et que tous les planches qu'on avait ça dans une ruche, il y a tous les planches avec le miel quoi. Avec le miel. Il y a Winnie l'ourson qui a sévi et qui a encore sévi. Voilà. Et je parle pas de non. Tous les planches sont disparues. Donc il y a plus de miel, les boîtes sont cassées. Du coup les autorités ont jugé que cette fois-ci c'est aussi
des ours qui sont passés. Ils savaient de toute façon il y avait des ours dans cette région, surtout depuis ces dernières années, peut-être selon les autorités, en raison d'augmentation du nombre de populations des ours dans la région. Les nouveaux ont commencé à élargir leur zone d'habitation pour trouver des sources alimentaires. Et ce qui fait qu'ils descendent de plus en plus vers les basses altitudes pour trouver de quoi manger. Mais est-ce que ça veut dire du coup qu'il manque de nourriture en haut dans les montagnes ? Ça peut aussi être ça peut aussi être vraiment une question de territoire si le nombre augmente, vraiment selon les autorités. Voilà. Et du coup, les autorités appellent à tout le monde de ranger leurs ruches, de placer ailleurs. C'est pas facile, quoi. Non, c'est pas facile de placer à un endroit plus sécurisé. Sur le toit, de ranger le reste du dable, de ranger toutes les nourritures qui laissent traîner dans la plantation pour éviter que de nouvelles pertes de ruches, en fait. J'avais parlé aussi il y a quelques semaines, on en parle à Taïwan, d'un ours qui avait été secouru et il avait été trouvé aussi parce qu'il il s'était servi dans des plantations. De thé Pas de thé, non, des plantations de fruits. Ouais, je sais plus de quel côté c'était, mais... Ouais. Et cette semaine également à Yushan, donc dans le mont de Jade, c'est aussi un touriste apparemment c'est un touriste étranger qui s'est retrouvé à 50 mètres, Wow. d'un ours en plein milieu zone Tatatia. Donc c'est vraiment une zone très fréquentée en fait pour ceux qui vont au mont de Jade. Et du coup, l'ours avait eu peur aussi. Il s'était arrêté pendant quelques secondes avant de décider de partir. Et du coup, c'est le parc du parc naturel national de Mont de Jade appelle aux Taïwanais de ne pas laisser de poubelle, en fait, de tout ce qui est le reste à manger, de tout en montagne, de repartir avec tout ce qu'ils ont emmené en montagne. Ce qui est plutôt normal, non? Ce qui est plutôt normal, et de bien ranger les aliments s'ils campent. S'ils font du camping. C'est plutôt quand on fait du camping. Voilà. Et est-ce que vous savez ce qu'il faut faire lorsqu'on croise un ours noir? Il y a deux situations. Moi, je dirais qu'il faut rien faire. Il faut peut-être pas le regarder dans les yeux, mais je sais pas. Je pense qu'il faut faire, il faut reculer doucement. C'est-à-dire, voilà, pas lui faire, pas montrer le dos, mais juste reculer doucement. Tout à fait. C'est-à-dire, si l'ours ne nous a pas vus, tant mieux, on peut rester silencieusement et partir tranquillement ou attendre qu'il parte. Et ça m'étonnerait qu'il ne nous voit pas quand même. Oui, mais s'il nous a vus, c'est vrai, il faut pas tourner le dos. Enfin, il faut pas partir en courant. Il faut pas partir en courant. Il faut pas avoir la panique. Il faut regarder l'ours. Ah oui, quand même. Dans les yeux. Ah ouais. Et en reculant petit à petit, pas à pas, et repartir. D'accord. Est-ce si on a une lampe torche, on peut lui mettre de la lumière dans les yeux pour l'intimider un petit peu et partir? Je pense que tu peux essayer. Tu enfreindras la loi à Taïwan. Voilà, c'est pour les ours à Taïwan en ce moment. Merci à tous d'avoir suivi. On en parle à Taïwan de cette semaine. Le temps passe trop vite. C'était Sasa, Lisa et Meg. Merci de votre écoute. Bye bye. À la semaine prochaine.